Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de LOL pour la découverte des Custodes avec l'arrivée de la V9. On est ici sur une armée jouable par Game Workshop et non Forge World depuis janvier 2018. Au niveau du fluff, c'est les protecteurs du trône de l'empereur qui font ça depuis quasiment 11 000 ans. À peu près. À peu près. À quelque chose. À quelques jours près. On est sur une armée super noble, c'est une vraie armée d'élite, aussi bien au niveau du fluff de ce qui va se traduire sur table. Qu'est-ce qui fait toi que déjà tu as une armée de Custodes? Bah, c'est une armée qui a une image, qui a un fluff qui est quand même génial. C'est-à-dire que tu t'imagines trop les mecs à la porte de l'empereur, une sorte de porte immense, puis ces mecs devant. Tu prenais l'image des gardes anglais. Continue, je la vois. Continue. Non, mais l'image des gardes anglais, les mecs imperturbables, qui bougent pas, voilà, rien ne leur fait peur. Il y a le côté où ils sont censés être au-dessus des SM, en tout cas dans la génétique et ainsi de suite. Puis les mecs, c'est bling bling, quoi. C'est top, quoi. Ça te va très bien physiquement. Mais ouais, en plus, voilà. Petit côté marseillais. Au niveau du gameplay, quand cette armée magnifique est sortie, ça a séduit énormément de monde, puisque vraiment, en termes de modélisme, on est sur des grosses figurines, on est sur des profils type capitaine, donc c'est ultra flatteur, aussi bien sur vraiment l'échelle même, et de ce que va dégager chacune des figurines de son armée, jouable en plus, donc c'est vraiment cool. Le problème, ça a été l'équilibrage du codex, puisque à l'époque, n'en était sorti que la moto Dawn Eagle. Que soit via un capitaine en moto Dawn Eagle, Charles-Henri, soit l'unité de moto. Et donc, ils ont énormément souffert de ça, et on ne se souvient limite des Custodes en V8 qu'à une entrée. Après, il y a eu le Psychic Awakening qui a apporté beaucoup de choses. Toi, avec le recul, qu'est-ce qui est sorti du codex et qu'est-ce qui a apporté ce supplément? Clairement, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que suite au codex, et en particulier sur quasiment toute la V8, puisque le Psychic Awakening est sorti tardivement, c'est un des derniers sortis, on ne retenait que la moto Dawn Eagle, et à la fin, c'en était même un peu caricatural. C'était le capitaine en commande suprême, donc x2, x3. C'était la seule figurine qui vraiment ressortait du lot, parce qu'elle était buffa, parce qu'il était très fort, parce qu'il avait une du 6, parce qu'il avait cette... Hein? Ça lance. Je peux pas la mettre, tu m'as forcé à me dire les mots. Non, mais clairement, voilà, et c'était très décevant sur ceux qui s'étaient lancés. Les figues étaient chères, c'était très difficile d'aller chercher des points de commandement. Le Psychic Awakening a amené des stratagèmes, mais c'est surtout la V9, comme on va en parler, qui a lancé un renouveau au niveau du Custodes. Comme tu viens de le dire, donc malheureusement le codex s'était résumé à une entrée. Le PA qui arrivait très tardivement au sein de la V8 a été très peu joué finalement. Donc nous a pas tellement sorti de ce carcan d'aller chercher des points de commandement avec des bataillons. Oui. Donc finalement de ne jouer les Custodes que dans des soupes avec les suprêmes commandes. Pour parler un petit peu maintenant justement de la migration V8-V9 des Custodes, on va aussi beaucoup parler de Forge World aujourd'hui puisque c'est une armée qui va aller chercher une partie de sa quintessence justement de ce côté-là. Et c'est très bien puisqu'en France on était un petit peu réticent à l'utilisation de Forge World alors que sur le méta américain, même international, c'était complètement légitime. En tout cas, là, les points majeurs qu'on a eu déjà, c'était la migration des coups en points. Qu'est-ce qui a impacté les Custodes là-dedans? Ils font partie des grands gagnants. Clairement, ils ont pris entre 5 et 10%, les motos ont pris un peu sur les équipements, mais on est dans une marge de plus 5 à 10% à peu près. Et ils font partie clairement des grands gagnants. On est dans cette logique où la V9 va plutôt vers des unités d'élite. Et c'est clairement l'élite de l'élite. Donc c'était cohérent, mais ça fait qu'en nombre de figurines, on va peu perdre par rapport à d'autres armées qui ont perdu énormément en nombre de figurines présentes à coût équivalent. C'est vrai, et si maintenant on commence à parler justement de la constitution d'une armée, historiquement on faisait des détachements, ça permettait d'avoir des points de commandement. Aujourd'hui dans un format de 2000, quelle que soit ton armée, tu commenceras à 12. Et limite, tu seras justement pénalisé en allant chercher d'autres détachements, tu vas devoir payer avec des points. Exactement. Là, en Custodes, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 12 PC? Ça veut dire beaucoup de choses en fait. Ça veut dire clairement qu'ils ont gagné un up entre la V8 et la V9, entre autres par rapport à ça. Le portefeuille de stratagèmes des Custodes, c'est un des plus beaux. Enfin, moi, je suis peut-être pas très objectif, je suis joueur Custodes, mais ils ont un nombre de strats qui est juste génial, mais qui sont très chers. En V8, souvent, tu devais aller chercher des taxes pour avoir un nombre de points de commandement suffisant pour pouvoir les utiliser et avoir un vrai impact sur la table. Le fait de commencer en V9 avec 12 points de commandement, c'est une armée d'élite, donc en plus, les détachements, très vite, tu vas remplir une patrouille ou un bataillon et avoir tes 12 points de commandement et tu vas pouvoir vraiment te faire plaisir. Il y a des strats de tankiness, d'agressivité, de létalité, le fait de pouvoir éliminer des PA, le fait de pouvoir éliminer toutes les rerolls, ce qui est juste ignoble, comme on l'a vu dans Psychic Awakening, le fait de pouvoir transférer ou de diminuer les dégâts, feel no pain sur les véhicules. Charger à la phase adverse avec les motos, en fait, avec la piquée, ça valait 3 PC, c'était inutilisable avant, c'était pété. Aujourd'hui, ça peut être des stratagèmes qui te retournent une game. Clairement, on en a un aussi pour intervention héroïque de n'importe quelle escouade, les escouades sont très fortes.
C'est clairement, ils ont un portefeuille de stratagèmes qui est juste génial. Et l'arrivée en V9 avec ce nombre de points de commandement fixe de 12 selon le format a fait qu'ils ont gagné un énorme up par rapport à ça. Tu peux vraiment te faire plaisir. On va parler plus spécifiquement après des stratagèmes, des loges, des hosts, qui eux aussi ont une saveur ou une personnalité. Donc non, ça les grands gagnants là-dessus et tu peux vraiment, dans ta constitution d'armée, partir juste sur une patrouille. C'est moi ce vers quoi je vais et tu n'as plus cette notion de taxe, c'est vraiment très fort. Yes, en autre changement majeur, il y a eu justement la diminution de la taille des tables et aussi l'arrivée des décors occultants, des -1 pour être touché et ainsi de suite. Comment se comportent les custodes face à ça? Est-ce que c'est un up ou est-ce que c'est un nerf ou est-ce que finalement ça les impacte pas tellement? Alors peut-être ma vision c'est que ça les impacte pas tellement. La taille des tables en fait, les custodes tels qu'ils sont avec le codex, tu as des unités très mobiles comme les motos où le reste est un peu long à venir. Après, tu as tout ce qui est en FEP avec les Alarus, les Terminators. Donc la taille des tables n'a pas changé grand-chose. Les décors, c'est déjà des unités qui sont très tanky. Là où ils en bénéficient, c'est que c'est souvent des petites unités. Et donc les décors occultants, c'est facile de mettre 3 petits mecs avec un bouclier, pas très loin d'un objet, derrière un angle de table ou derrière un petit bloquant. Voilà. Le capage des malus et des bonus, pareil, c'est des gens qui ils touchent quasiment tous à 2+. Donc en fait, les malus n'étaient pas très impactants chez eux. Ils ont des rerolls avec les Capitaine Route, qui faisaient que sur ces points-là, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de nerf ou de buff concernant cette armée-là. Oui, mais alors est-ce que le fait d'avoir des pans de table qui peuvent être complètement occultés par un occultant n'est pas un problème quand on voit leur projection? Puisque, on en parlait au début, il n'y avait que les motos qui avaient une grosse projection. Aujourd'hui, on va avoir envie de jouer autre chose. Est-ce que ça va pas les pénaliser un petit peu? En fait, oui et non, parce qu'ils sont forts au tir et au CAC, c'est de la courte portée. Mais là où ça a été, j'allais dire, complètement compensé, c'est l'arrivée de Forge World. Parce que dans Forge World, le Custodes retrouve une saveur énorme, en particulier avec des unités de projection, comme les Venatari, les autres motos, les autres Terminators qui peuvent FEP, les véhicules qu'on fly. Donc, c'est là où ils ont retrouvé un renouveau qu'ils avaient déjà un peu, où les décors n'étaient pas trop impactants, et l'arrivée des entrées Forge World a consolider ce qu'ils avaient déjà. Avec cette migration V8 V9, on a aussi complètement revu notre façon de gagner ou de perdre une partie, c'est-à-dire de marquer des points avec d'un côté les objectifs primaires, la capacité à devoir rester sur un point jusqu'à ta prochaine phase de commandement, ou alors tout simplement à avoir un portefeuille d'objectifs secondaires qui, dépendamment des armées, peut amener des choix difficiles. Comment justement se comportent les objectifs déjà sur les primaires? Ils sont tous super OP, sauf les véhicules et pas mal d'entrées forges. Donc ça, c'est un énorme up. Et ils sont tanky. Tu viens de résumer les 2 points qui sont importants vis-à-vis des Custodes et donc qui sont pleine cohérence avec les nouveaux scénarios. Sur les objectifs primaires, pouvoir mettre 3 à 4 gars avec de l'invu, endurance 5, multipev, et qui en plus sont super OP, et une paire de sortir, mon pote. Et qui en plus, si tu lui renvoies une autre troupe super OP, genre 10 cultistes ou quelques orques, ils vont pas les laver, et en face, la contre-baffe peut être très forte, quoi. Donc clairement, ils ont gagné énormément là-dessus. D'ailleurs, on le voit, pourquoi c'est devenu une armée top tier, j'aime pas beaucoup dire ça, mais en tout cas, une armée qu'on revoit clairement sur la V9, c'est à cause de ça. C'est qu'ils se posent sur les primaires, et ils tankent, et donc ils les scorent. Et l'autre point, c'est qu'ils offrent très peu de secondaires. Tu as très peu de véhicules, les personnages sont ultra burnés, t'en as souvent que 2, voire 3, donc ça fait au maximum 9 points si tu prends assassinat, et en plus, il faut les tuer, les gars. C'est très peu de figurines. Attrition, t'as très peu d'unités, et entre guillemets, si tu commences à tuer les unités Custodes, le mec a déjà perdu la game, on le sait. Donc c'est pas sur le secondaire. Donc ils offrent très peu de secondaires, ils ont quelques secondaires qui sont vraiment intéressants pour eux, ils peuvent vraiment s'adapter à l'armée adverse, que ce soit au niveau de la létalité, au niveau de la tankiness, au niveau du contrôle map. Donc c'est aussi pour ça qu'on a clairement vu cette armée revenir en up sur la V9 pour son aspect sur les primaires et son aspect sur les secondaires. C'est vrai ce que tu dis, en fait je vais l'affiner avec quelques exemples. Tu parles du fait que, putain ok, je vais vouloir jouer 2 capitaines en moto, peut-être un capitaine à pied, peut-être que ça sera trop gens d'ailleurs, et le mec va choisir assassinat. Et ben tu sais quoi, moi je le sais, début de la partie, je claque 2 PC, j'aurai une reroll gratos, justement pour ça. Donc un mec avec un Vula 3 qui va avoir la relance générique et la relance qui pourra faire d'ailleurs plusieurs fois, même pendant la même phase, puisque c'est lié à un stratagème de début de partie sur une figurine, ça devient imbutable. Tu lui mets le fil no pain, Trojan, comme tu disais, il peut ramener des PC. Vraiment, la base, le postulat de départ, c'est l'arrivée des PC. Ils ont un portefeuille de stratagème, de tankiness ou de frustration de l'adversaire qui fait que j'ai des PC et je vais les claquer. C'est bling bling,
Je suis là pour dépenser. En autre point majeur, c'est aussi le fait que maintenant les personnages, il faut les protéger en les mettant à 3 pouces d'unité de type véhicule ou d'unité avec à minima 3 figurines dedans. Est-ce que tu penses que c'est un up pour les custodes, pour la partie se protéger soi-même et aussi pouvoir sanctionner l'autre? On aurait pu imaginer que c'était un nerf par rapport au fait que c'est des petites unités. Donc très vite, tu as 3 gardes, t'en tues un, donc ton personnage est ciblable. Sauf que les personnages custodes ont moins un effet totem que dans d'autres armées. Puisque les custodes en eux-mêmes sont déjà forts, naturellement ils sont chers, ce qui explique qu'ils sont forts. Ils sont beaux. Ils sont pas. Ils sont tanky par eux-mêmes, leur capacité de tir ou leur capacité de corps à corps est déjà forte. Donc en fait, le fait que les personnages soient moins totems que dans d'autres armées, c'est moins à risque. Par contre, il y a la sanction. Comme tu l'as dit, ça veut dire que c'est le capitaine à moto ou d'autres, les Alarus Kifep, avec leur stratagème pour pouvoir chasser, font que c'est des très bons chasseurs de personnages adverses. Donc ils ont plutôt eu tendance à y gagner, même si en première lecture, on aurait pu imaginer que le fait d'avoir des petites unités était un nerf pour eux. Ils ont plutôt gagné sur cette ligne. Et enfin, dernier changement, c'est aussi justement la méthode de déploiement. Au début de la V8, on était en alterné. Ensuite, on était vraiment sur du tu te déploies entièrement et moi après, et finalement, on sait qui va commencer. Là, en V9, c'est le flou total. Tu te déploies déjà de façon alternée. Donc, armée custodes veut dire peu de pause, veut dire que l'autre va se déployer en réaction de toi, même s'il sait ou pas s'il va commencer. C'est d'ailleurs le paradoxe. Et donc, le custodes, lui, pour le coup, risque d'avoir un déploiement assez passif par rapport à ça. Comment est-ce qu'il vit ces nouveaux setup justement de big game? Clairement, ça fait partie des choses sur lesquelles il a perdu. Très vite, tu as fait tes 4 pauses et c'est à l'adversaire, donc il peut vraiment te faire un flanc refusé, il peut être en réaction, mettre ses unités fortes qu'il a gardées en dernier dans son plan de déploiement pour te les mettre en face. Il y a une relique qui te permet d'avoir un redéploiement du porteur et d'une grosse unité, donc tu peux jouer là-dessus. Après, là où c'est un peu compensé, c'est qu'il y a pas mal de choses que tu peux mettre en faible, puis il y a pas mal de choses que tu peux mettre en réserve stratégique. C'est compensé là-dessus, mais c'est clairement un point sur lequel sur un joueur expérimenté en face, il peut contrecarrer ton plan, ou dans lequel il peut clairement t'embêter. Ça fait partie des choses en évolution V9 où le custodes a perdu, le fait d'avoir peu de pauses et donc d'être plus en réaction ou de subir le déploiement adverse. Tu parles justement de peu de pauses. Est-ce que ça veut aussi dire que dépendamment des objectifs, c'est-à-dire que des scénarios à 6 objectifs ou à 4 objectifs, le custodes va se comporter différemment? Oui, clairement. Ça, plus tout ce qui va être objectif secondaire d'action, c'est des choses sur lesquelles il peut être embêté. Sur le nombre d'objectifs sur la table, le contrôle map va être limité parce que dès que tu vas perdre une unité, c'est une unité qui vaut cher, c'est une unité qui est potentiellement super OP, c'est une unité pour laquelle tu avais un vrai plan et que tu vas pas pouvoir facilement remplacer par une autre. Comme d'autres unités, d'autres armées où il y a un renouveau d'unités, troupes, parce qu'elles sont pas chères. Et sur les secondaires aussi, clairement, il va falloir que tu aies une vraie logique par rapport à ça, puisque le nombre d'unités faibles peut être une épine dans le pied de l'adversaire, mais peut aussi toi t'embêter par rapport aux actions que tu veux mener. On vient de faire le bilan migration V8, V9, on va oublier hier, on va se focaliser à aujourd'hui et à demain. On va donc parler de ce qui marche en custodes avec un codex review assez rapide. Je précise quand même que pour l'ensemble des entrées Forge World, le codex est disponible gratuitement en PDF directement sur le site de Forge World. Au niveau d'aujourd'hui, on va se focaliser donc sur directement le codex et le PA. Si vous êtes un joueur custodes, je vous conseille clairement de vous prendre le PA. C'est une révolution au sein de votre gameplay, c'est des outils en plus. Au niveau d'histoire, il n'y a rien qui avance, c'est un petit peu dommage, mais le fait est quand même qu'il y a un contenu qui est suffisamment dense pour justifier l'achat de ce bouquin-là. Au niveau de la règle générique, c'est le fait déjà d'être super OP, et ensuite, si on est un armée Battleforge, ce qui est le cas de 99% des joueurs, d'avoir un bonus de +1 à son invulnérable. Sauf pour les véhicules, et donc aussi les dreads. C'est un petit peu la doléance par rapport à ça. Mais ça veut dire qu'en gros, on va de base avoir une armée à sauvegarde à 2 quasiment avec tout le monde, sauf avec quelques unités forges, mais surtout une invulnérable à 4 avec tout le monde. Côté Psychic Awakening, on a aussi la faculté de choisir un host et donc de bénéficier de certains bonus. Il n'y a pas de bonus passif dépendamment de l'host, mais on débloque un trait de seigneur de guerre, un stratagème et une relique. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà toi en amont, lors de la constitution d'une liste, ce vers quoi tu vas te diriger en termes d'host? En termes d'host, moi, il y en a 2 que j'aime particulièrement, qui ressortent quand on regarde un peu le paysage compétitif ou pas. C'est la Dread Host et Shadowkeeper, Gardien de l'ombre et Dread Host. Chevelu. Peut-être. Les Dreadlocks, les Rastants. Pour parler plus spécifiquement, le Gardien de l'ombre, il y a un stratagème qui fait que sur une phase de tir ou de corps à corps, tu peux sélectionner des unités et faire que toutes les armes en face ont -1 en force. Si on regarde un peu, ça fait sauter pas mal de paliers potentiels. Et donc, ça leur donne encore une fois une résistance, une tankiness, parce que tu peux le cumuler avec d'autres stratagèmes de tankiness qui sont dans le Psychic Awakening ou qui sont dans le Codex, qui font que
tes unités, ta petite unité que tu as mise sur un objet, même de 3 gardiens, et ben, va falloir la sortir, ça va demander énormément de ressources à l'adversaire. Pour vous prendre un exemple, on pose 3 motos ou on pose 3 mecs sur un objectif, on enlève plus 1 à la force, enfin on enlève moins 1 à la force adverse, je peux éliminer toutes tes rerolls avec un stratagème du Psychic Awakening, je peux, si jamais c'était un Dreadnought, je peux faire que tes dommages sont diminués, je peux coller un Feel No Pain sur mes véhicules, je peux éliminer si c'est des Alarus, la PA-1 ou la PA-2. Tout ça cumulé fait que je peux résister et annihiler tout le plan de bataille de l'adversaire. Ça coûte des points de coup, mais le Shadowkeeper, les gardiens de l'ombre, ont ce petit stratagème supplémentaire, ce qui fait que j'ai peu d'unités, et tout d'un coup, unité, je vais avoir génétique transhumaine, l'équivalent en tout cas chez les Custodes, donc tu auras 2 nets blessés que sur du 4 au mieux. Voilà. L'autre unité, je vais enlever moins 1 à la force. Une troisième unité, je vais faire que tu n'auras pas ces Alarus, tu ne vas pas avoir de PA-1 ou de PA-2. 3 unités qui sont imbutables. Et c'est juste pour un adversaire, ça va lui demander énormément de ressources, ça peut casser complètement sa stratégie sur un tour. Yes, je vais illustrer ce que tu dis notamment avec les motos. L'exemple typique, c'est aujourd'hui avec la sursaturation du Space Marine de force 4. Normalement, il va te blesser sur du 5. Si jamais tu diminues de 1, c'est pas 16% de dégâts en moins, c'est 50% de dégâts en moins. Puisque passer d'une 3+, à une 2+, ou d'une 5+, à une 6+, tu passes de 2 tiers à un 6e. Ce qui n'a rien à voir. Ah bah quelqu'un tombe avec des agresseurs full bolter, des inceptors là, qui ont les super bolters, il est censé laver un pack de moto, clairement il lave un pack de moto, tu lui colles ça, bah même si en plus tu élimines les rerolls parce qu'il avait placé son capitaine ou son lieutenant. Si t'en tues une, il est content. Voilà, et toi par contre, la sanction derrière, elle va faire très très mal, on est d'accord. C'est vraiment cette logique-là de synergie, de combo, de tankiness et de létalité aussi, parce qu'ils ont des très bons stratagèmes de létalité. Mais qui fait que Shadowkeeper, Dreadhost, pour en parler plus, il y a un trait de seigneur de guerre qui est très fort, c'est un trait de seigneur totem qui fait que en attaque de mêlée, tous les 6 feront une attaque supplémentaire. Quand tu sais qu'il touche à 2+, que le capitaine va faire reroll les 1, avec un pack d'Alarus ou avec un pack de moto, tu commences à calculer un peu s'ils ont entre 4 et 5 attaques pour le capitaine, ça fait beaucoup d'attaques. Yes, et ça synergie super bien avec les stratagèmes génériques, à savoir justement de venger les anciens, qui est que, en gros, admettons, tu arrives avec un pack de 5, tu tires rarement au-dessus en custo, même s'il te reste un mec, le gars, il va hériter de 4 attaques, il va passer à 8 attaques, il va en générer entre 1 et 2 de plus. Le simple mec tout seul peut te faire 10 patates de force 8. C'est génial, parce que c'est aussi ce qu'on attend des custodes, c'est-à-dire que protecteur de l'emprunt, mon gars, je suis le dernier rempart devant le trône, je suis en or. Je suis en or. Déjà, j'ai une thune. Je suis en or. Et avec la gourmette et tout, quoi. Non, mais c'est vraiment ça, c'est ce qu'on disait en préambule, c'est très consommateur de points de co, le portefeuille des stratagèmes est juste génial. Mais donc il fallait des points de co, et après ces hosts permettent en plus d'avoir cette petite spécificité, d'apporter un peu de saveur. Le stratagème des Dread Hosts, c'est que si tu as téléporté, si tu es arrivé sur table par téléportarium, tu peux, sur une ou plusieurs unités, sélectionner, choisir de charger à 3D et d'éliminer le plus faible. Clairement, pour les Alarus ou pour d'autres unités, c'était un peu le frein. Tu arrives à 9 pas, si mes Alarus restent au milieu de la pampa, je suis mort. Là, tu peux fiabiliser ça avec plusieurs unités qui viennent de FP. Tu avais le stratagème avec la Vexilia qui faisait que tu pouvais arriver à 3 pas de l'adversaire, mais ça coûtait 3 PC. Tu as une autre possibilité. Le Dreadhost fait aussi partie des stratagèmes qu'on voit beaucoup pour ce trait de guerre ou pour ce stratagème. Les autres sont sympas aussi, hein. La Solar Watch, dès que tu tues un personnage adverse, pour 0 point de co, ton stratagème fait que ton adversaire va utiliser 1 point de co supplémentaire pour le prochain stratagème qu'il utilise. On sait que les stratagèmes et les points de commandement sont une vraie ressource en V9. Voilà, c'est une autre host qui peut être vraiment intéressante. Le Psychic Awakening, si tu joues Custodes, est incontournable pour moi vis-à-vis des stratagèmes et des hosts. Yes, on va maintenant passer aux différentes unités. On va commencer par les QG. Au niveau des QG, on va retrouver le capitaine à pied, le capitaine en armure Terminator avec son lance-patate et sa grosse hache, le capitaine en moto et enfin Trojan Valoris. Toi, au niveau justement de ces entrées-là, qu'est-ce que tu peux dire sur eux? Clairement, le capitaine en moto reste celui qui est un peu au-dessus, soyons clairs, pour son endurance, pour son nombre d'attaques, pour sa mobilité. Pour le fait que tu puisses lui mettre la relique, Loris Aquila, la moto dorée, la Harley Davidson en or, qui lui file une 3+, et la reroll des charges, fait que ça va être un chasseur, ça va être une épine. Combien de games on l'a vu, lui, Charles-Henri, derrière, finir à tour 5 et être imbutable, avec 2-3 points de vie restants. Enfin voilà, il reste très fort. Les autres QG sont bons aussi.
Après, il va y avoir une logique de comment tu construis ta liste. Clairement, un capitaine en armure Terminator pour accompagner les Alarus en faible. Le stratagème dont tu as parlé qui va permettre de rire en bulle, justement la charge et de faire une vraie vague dans la tronche de ton adversaire. Exactement, parce que tu vas vouloir ça. Tu vas pas avoir, sur 4 ou 5 Alarus, tu vas pas avoir envie d'en laisser un peu en retrait pour bénéficier de la bulle. Il faut absolument qu'ils y soient tous pour avoir ce multi-combo. C'est sûr que la reroll des blesses de 1 qu'apporte Trojan, t'as envie, mais il est cher. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas trop joué, mais clairement, on va peut-être plus le voir. Parce que c'est vrai qu'on est moins limité au niveau de la construction de liste, d'aller gratter des points à droite ou à gauche. Donc, on va potentiellement le voir plus pour fiabiliser aussi. Voilà. Yes, et il te débloque aussi justement certaines entrées, en tout cas par exemple les motos, le stratagème à 3 PC de piquer en lance. On a peu de fois envie d'utiliser et pourtant il est très structurant au sein d'une partie. Et le fait de se dire, bah ouais, mais tu sais pas, c'est pas grave parce que soit avec Trojan il va pouvoir taper 2 fois, faire 10 patates, ou alors au contraire il va pouvoir dire que ce stratagème il est cadeau. Et donc, c'est vrai qu'en effet ça peut te glisser, on va dire, ton plan de jeu par rapport à l'utilisation à un moment fort, on va dire, de stratagème qui coûte cher. Ça, mais après, clairement, le psychic cunning et le fait des traits de commandant suprême qu'il a amené, qui fait que tu peux surburner un capitaine qui était déjà ultra burné, avec entre autres un des traits de commandant suprême où tu récupères les points de co utilisés par toi sur 5, fait que Trojan va être peut-être moins utile dans cette logique-là, mais comme tu l'as dit, il est très fort pour le fait qu'il peut faire reroll les blesses de 1, et aussi le fait qu'il a 2-3 options de jeu qui peuvent être très très fortes. Tu as parlé justement des nouveaux super traits de seigneur de guerre. On a donc celui qui permet de regagner des PC et aussi par exemple de gagner des points de vie. Donc en fait, Charles-Henri qui passerait potentiellement à 9 PV, on rappelle un vul à 3 et potentiellement la reroll gratos à chaque tour, ami et ennemi, pour 2 PC. Ça, le film No Pain à 5, création supérieure, plus 9 PV, c'est ignoble. Il y a d'autres, enfin, ils sont tous 3-4 qui sont très bons. Il y en a un aussi où tu peux conso de 6. Enfin, pour aller chasser l'adversaire, c'est. Non, il est. Le commandant suprême, on reste dans la même logique. T'as un mec en or, potentiellement en moto, en moto dorée, et tu peux le surburner. Ça va être vraiment un fer de lance. C'est très agréable à jouer en fait. C'est ça qui est très sympa aussi au niveau de son armée, c'est que son seigneur de guerre, il est à notre image. Enfin, pour le coup, c'est pas qu'un totem, c'est aussi un mec qui va pouvoir en découdre. Et je trouve ça super appréciable sur une table de jeu de se dire putain, c'est moi ça. C'est moi. Y aller. Non mais il y a un côté très jouissif. Tu vois, on est d'accord. T'as pas envie de jouer un démonculus quoi. Non mais c'est clair que oui. Enfin, après chacun ses goûts, hein, mais tu vas avoir moins peur de l'envoyer au fight. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la notion de protéger Messire. Le personnage Custodes, un peu comme un Smash Captain pour les SM, déjà en lui-même, il est fort. Il a moins l'effet totem que peut avoir dans d'autres armées où tu vas vouloir le protéger comme un éthéré. Voilà. Là, pour le coup, tu peux vraiment le surbuffer. Il peut être indispensable à ton armée, mais tu n'auras pas peur de l'envoyer au casse-pied. Ensuite, on passe du côté des troupes. Historiquement, on va dire en France, il y avait quasiment que les Custodian Guard qui étaient équipables soit justement d'un bouclier tempête qui donnait une invulnérable à 3. J'avais pas pété de figue. Qui donnait une invulnérable à 3 à des mecs endurance 5 qui coûtaient 47 points, donc c'était pas. Qui coûtaient moins de 50 points. Donc finalement c'était quand même assez honnête. Ou alors tu les jouais justement avec des lances pour avoir un petit peu moins de force mais plus de PA, ou avec des grosses haches pour avoir plus de force, moins de PA. Mais on le rappelle, les troupes n'avaient que 3 attaques et 3 points de vie versus les élites qui étaient soit eux à 4 à 4 tout le temps, mais surtout de 3 à 4 points de vie. Oui. Aujourd'hui au niveau des troupes, qu'est-ce que tu peux dire sur le rôle des Custodian Guard et aussi des entrées Forge World? Alors moi personnellement je continue à jouer 3 hein, parce que c'est des très bons gardiens de but que tu vas laisser sur un objet au fond de cours, l'objet dans ta zone de déploiement. Moi, j'aime bien leur mettre un bouclier, parce que la 3 plus 1 vue peut vraiment être frustrante. Après, potentiellement, elle risque de changer avec les nouvelles règles de bouclier Storm. Mais ça n'empêche pas. Ça reste une entrée chère pour une troupe, mais qui est super OP. Il y a 9 points de vie, il faut les tuer. Et par contre, si tu veux, t'envoies que 10 cultistes dessus, ils vont prendre la foudre derrière. Les entrées forges, moi, elles m'attirent pas. Après, elles apportent ce qui manquait au Custodian Guard uniquement du codex. Soit de la statue, soit des options de corps à corps ou de tir qui étaient manquantes avec uniquement les entrées et les options qu'on avait dans le codex. Ça peut être des listes intéressantes. Moi, c'est pas les listes vers lesquelles je vais parce que le coût fait que je vais plutôt partir sur une patrouille et essayer de maximiser les autres unités qui sont très impactantes et qui donc nécessitent des points pour pouvoir les faire rentrer. Yes, pour compléter un petit peu ce que tu dis, comme tu l'as dit, soit on va les jouer par 3 dans une patrouille,
Aujourd'hui, ça fait moins sens d'aller chercher un bataillon, ou alors c'est pas pour faire 3x3. Ça va peut-être être pour jouer une liste différente avec des vraies phalanges de Custodian Guard par 5 pour vraiment avoir un impact fort, c'est-à-dire difficile à sortir et au moins ce que tu vas toucher va voler ou l'objectif que tu vas prendre va être à toi pendant au moins 2 tours. C'est vraiment des optiques différentes, même si, comme je rejoins ce que tu dis, on va plus être sur des patrouilles que sur des bataillons. Ça peut être une vraie option de jeu. C'est vrai que tu peux te dire, tiens, je vais mettre dans un Land Raider ou dans le Coronus, qui est le transport Forge World, une grosse phalange avec les armes qui font bien. Il y a des stratagèmes qui peuvent te permettre sur les armes de tir rapide, les armes pistolet de faire double tir. Ça peut être un gros pack de PV que tu vas mettre au milieu de table avec un ou plusieurs boucliers Storm. Enfin, ça peut être une vraie option de jeu. Moi, c'est pas ce vers quoi je tends, mais ça me surprendrait pas. Et ça peut être imbutable et vraiment... Ça sera d'autant plus synergisable dans la létalité. Le tanking, t'as 3 mecs en gardien de but, t'as pas envie qu'ils meurent. T'as commencé tout à l'heure à parler de Transhumanity, ignorer la patate. T'as commencé à parler de tout ça. Mais même finalement, on n'a pas envie de claquer un stratagème pour plus 1 pour bless sur 3 figurines. C'est là où, tu vois ce que je veux dire, le fait avec des effectifs plus grands permet justement de plus facilement synergiser ou de moins regretter, on va dire, ce genre d'action. Bah, tu le vois, c'est-à-dire que tout ce qui, par exemple, les armes qui vont être hors ligne de vue, le Night Spinner ou d'autres dans la garde impériale, qui à un moment dans la partie vont avoir ça comme job, d'aller chercher les mecs que tu as planqués derrière le mur, ou le mec va envoyer avec soit une attaque de flanc, soit une réserve stratégique, une unité pour aller chercher des gardiens de but. Ces gardiens de but-là, ils sont tanky, ils font mal, donc ça va demander beaucoup de ressources. Déjà comme ça, ils sont une épine dans le pied, et toi, ça te sécurise. T'as pas besoin de te dire, faut absolument que je fasse ma bulle de 9 pas pour être sûr qu'il ne fait pas dans mon camp. Ça va demander beaucoup de ressources. Rien que s'ils ont servi à ça, chez l'adversaire, comme tu dis, d'aller claquer des points de commandement sur des stratagèmes pour faire plus 1 pour bless ou ainsi de suite, ils ont déjà fait le job. Après, la notion de grosse phalange ou de multi-Custodian Guard avec soit les entrées Forge World, tir, soit ceux actuellement dans le codex, avec les lances. Ça peut être une vraie option, mais moi, d'ailleurs, je serais curieux de voir comment ça peut être joué, parce que je pense que ça peut être très fort. On passe maintenant aux élites. Dans les élites, au niveau du codex, on va avoir le Vexilla, le porteur de la grande bannière, le Custodes qui impacte soit justement l'Imperium avec un bonus de morale, soit un -1 pour être touché aux copains à côté. On va aussi avoir les Terminators, il y en a 2 types, les génériques, ce qu'on va appeler les Alarus au sein du codex, et aussi ce Forge World, et enfin les différents Dreadnoughts, 1 dans le codex, 2 au niveau de Forge World pour ça. On va commencer par le Vexilla, auto-include ou pas? C'est une vraie question. Il est cher. Après, ça reste un personnage à qui tu peux mettre un bouclier Storm. Par contre, il n'est pas du tout impactant. Il va vraiment être utilisé pour le coup, lui, comme totem. C'est assez cohérent avec ces Vexilla. Mais en tout cas, sur le fait de ne plus avoir une certitude d'avoir ou pas le T1, le -1 hit, comme en plus c'est capé, sur des mecs tanky, ça peut vraiment faire la différence. Moi, je sais que je le joue assez naturellement, parce qu'en plus, il va aider à être gardien de but. Il y a 2 stratagèmes qui sont très forts. Tu peux étendre la portée du totem de la Vexilla. Et l'autre, c'est avec un combo à la russe que tu as mis en FEP dans le téléporteur doré. Tu plantes la Vexilla et ils tombent dans tes 6 pas. Et ils peuvent aller jusqu'à moins de 3, enfin quasiment 3 pas de l'adversaire. Là, pour fiabiliser la charge, ça vaut 3 points de coup, mais tu es sûr que tes Alarus vont faire le café. On parlait tout à l'heure des objectifs secondaires sur lesquels les Custodes ne sont pas bons. C'est justement le fait d'activer des choses. À la limite, ça peut être ton mec qui appuie sur le bouton, qui plante sa bannière ou qui fait ça. Oui, après, il faut voir, parce que comme il y a des caractères, il y a certaines actions que tu peux pas faire avec des caractères, mais oui, il peut servir à ça. Il peut être un peu usage unique. C'est un mec que tu feras advance, qui peut aller chercher ton objet, qui peut rester caché. Moi, je l'aime bien. Puis, je te dis, le -1 hit, quand tu sais pas si tu vas avoir le T1. Quand tu es déjà très tanky, que le mec te touche non plus sur du 3, mais sur du 4, et ainsi de suite, voilà, ça joue beaucoup. Ça peut... À chaque fois, ça, plus le -1 force si tu es en Shadowkeeper, ou le bless à 4+. Pas de reroll aussi. Le pas de reroll sur les touches ou sur les blesses, tout ça cumulé, ça peut être juste tellement frustrant pour l'adversaire que, ouais, moi je l'aime bien. Et en plus, il va biaiser un peu l'adversaire. Si tu mets 2 QG, tu mets lui, il dit, ah, il a 3 caractères. Enfin, il a 3 personnages, peut-être aller chercher l'assassinat. Et en fait, c'est une fausse bonne idée, je pense. Ensuite, on va passer aux Terminators. On va commencer par les Terminators à la rue, c'est-à-dire les génériques du codex. Ils étaient déjà assez forts. Ils ont un stratagème qui permet de libérer les lions, donc de les faire figurines individuelles. C'est plus gadget, mais je pense que ça peut être utile. On sait jamais si le mec n'a pas kill mort, enfin l'attrition, et que derrière tu peux faire des petites surprises à la limite, pourquoi pas. Si jamais, je sais pas, tu dois mettre 2 unités dans la zone adverse. Tu sais, ça peut être des trucs un peu comme ça qui peuvent être fun dans un gameplay pour un petit peu diversifier les parties. Mais aussi et surtout, le fait que maintenant, ils peuvent tirer 2 fois avec le stratagème ici. On rappelle qu'en stratagème générique, ils peuvent cibler les personnages. Donc ils vont pouvoir tirer 2 fois avec leur hache, pas avec leur lance-patate. Mais avec toutes ces armes, ils vont quand même pouvoir cibler les personnages. Tu parlais tout à l'heure que les Custodes sont devenus bons au sniping, c'est notamment grâce à ce genre de combo. On est d'accord, ils peuvent
alors c'est une règle peut-être un peu plus anecdotique, mais ils peuvent pile-in, conso, vers l'adversaire si c'est un caractère, pas être obligé d'être l'ennemi la plus proche, donc tu peux aller cliquer l'adversaire qui va bien. Oui, clairement, les Alarus sont forts, sont très forts. Le fait de pouvoir, avec la Vexilla, les faire FEP à 3 pas de l'adversaire, le fait de pouvoir les mettre dans les transports, Forge World ou le Land Raider du Codex, font que ils sont chers, mais ils sont très, 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 très bons. Ils ont un autre stratagème qui fait que dans une phase, ils peuvent ignorer la PA-1 et la PA-2. C'est juste ignoble. C'est-à-dire qu'ils restent en 2+, 4+1 vue. Ils ont 4 PV. Quand ils tapent très, 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 très fort. Il y a une fiabilisation des charges qui est justement à l'os qu'on a vu tout à l'heure. Non, il n'y a pas de caractère obligatoire. On peut ne pas les jouer, mais quand on les joue, il faut vraiment avoir un plan de jeu autour d'eux et ils peuvent être très, 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 très bons et faire très, très mal, clairement. Et puis, ils ont une super gueule. Enfin, toutes les figues Custodes, quand on aime, ils ont une super prestance. Et là, c'est vrai que tu imagines les mecs, les méga Terminator, quoi. Donc, non, c'est très bon. La version Forge World est sur d'autres optiques de jeu, avec des lance-flammes lourds, ce genre de choses. C'est pas mal. Faut aller s'intéresser. Moi, j'aime bien les deux. Tu peux rarement mettre les deux dans la même liste, par contre, mais tu dois faire des choix. Mais c'est vrai que les deux sont clairement jouables. Voilà. Après, il faut faire attention. Il y a certains stratagèmes qui sont pas utilisables avec ce Forge World parce que c'est le mot à la russe. Je sais plus exactement lesquels, mais voilà. Mais en tout cas, ils apportent le Codex Forge World double les unités Custodes et apporte une vraie saveur avec des vrais plans de jeu ou optiques de jeu différentes. Aussi bien sur les Terminators, et ça c'est génial. Yes, on va maintenant passer aux différents Dreadnought. Il y en a un dans le générique et il y en a deux dans le Forgeant. Il y en a un troisième, il est en choix de soutien, donc on va y venir juste après. Au niveau des Dreadnought, on va avoir le Galatus qui est celui avec son bouclier et l'Achillus qui est celui avec sa lance, le petit ninja. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Et après, une comparaison avec celui en choix de soutien qu'on va décrire. Que ce soit celui du Codex ou ces deux-là, ils sont sympas. Mais moi, il m'attire pas. La figue est belle. Hein. Après, quand tu peux la mettre dans des belles dynamiques, que ce soit celui avec l'épée et le bouclier ou celui avec la lance, j'aime vraiment pas celui du Codex, soyons clairs. Je trouve qu'ils sont un peu chers. Tu as un stratagème pour up chacun de tes Dreadnoughts en lui mettant plus une attaque et reroll des charges. Donc, tu peux potentiellement les mettre soit en réserve stratégique, soit dans le téléportarium. Bon, il y a un stratagème pour diminuer les dégâts sur eux. Moi, clairement, c'est pas celui-là qui m'intéresse. Celui en soutien, le Télémon est juste ignoble. Tellement fort. Il se rapproche sans être comparable à un Léviathan SM. Il est très très fort. Il a une 4+1 vue naturelle. Il a un Fino Pain à 6. Il a des armes qui sont juste monstrueuses. Focalisons-nous alors justement sur le Télémon qui est en soutien. Donc malheureusement on sort un petit peu vite des élites, mais on avait fait le tour justement de ceci. Ça nous permet de switcher avec les soutiens, avec le Télémon Evil Dreadnought qui lui a 14 points de vie, endurance 8, force 8. Il a une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4. Alors que les autres sont invulnérables à 5 et ne sont pas régis aux règles qui leur font plus un invulnérable. Son invulnérable gratuite, enfin il la paye en points, mais au moins elle est dedans, il n'a pas à avoir un bouclier ou à faire des concessions. Derrière, il peut être équipé de 2 Arachnus et Storm Cannon, c'est-à-dire qu'en gros, il va faire soit 4 tirs de force 8, PA-4, dégâts flat 3, soit 12 tirs de force 7, PA-2, dégâts 1. Non, mais ils sont très forts. Comme je disais, ça vaut pas le Léviathan. SM, qui est juste Forge World, qui est juste ignoble, mais il est très très bon. L'invue à 4, la 2+, le Feel No Pain à 6 naturel, tu peux lui mettre un Feel No Pain sur les mortals à 5 grâce à un stratagème, tu peux diminuer les dégâts sur lui. C'est 14 points de vie, c'est une plaie enduite, c'est une plaie, tu lui colles le stratagème des gardiens de l'ombre où tu baisses les forces des armes adverses de 1, c'est-à-dire qu'il y a plein de paliers que tu fais sauter. En gardien de but, même si sa portée fait qu'il va plutôt être milieu de table, il est ignoble pour chasser les véhicules. Et le fait que ces armes, dont l'Aractus est double profil, fait qu'il peut aller vers l'anti-élite. Il fait de l'anti-char dégâts flat 3, il fait de l'anti-masse avec 12 tirs. Franchement, c'est vrai qu'il est très polyvalent. Après, il est cher. Il a en plus ses 5 tirs. Il est égoïste. Oui, pareil. Il joue un peu perso. Mais bon, voilà. Non, il est bon. Il est cher. Il est aux alentours de 285 points de mémoire selon les options que tu lui mets. Il y a la version avec les gantelets avec une sorte de lance-plasma qui est pas mal aussi. Moi, je l'aime bien en format plateforme de tir, anti-véhicule. Ce qui manque un peu, soyons clairs aussi, au Custodes. C'est très bien que tu en parles, ça va me permettre de faire la transition avec le Galatus, qui lui aussi a un choix de soutien et qui lui aussi est une plateforme de tir. Il est à 225 points, il va quand même bouger de 14,
avoir une endurance de 7, 14 points de vie, une sauvegarde à 3, une invulnérable à 5. Normal, c'est un custodes. Ensuite, au niveau de son équipement, on va soit l'équiper de 8 tirs de force 7, PA-3, dégâts flat 2, ou alors avec le Twin Arachnus EV Blaze Cannon, soit faire 2 tirs de force 9, PA-4, damage D3 plus 3, donc ultra stable, relance des blessures sur les véhicules, ou alors en version justement burst, où il va faire 8 tirs de force 7, PA-2, dégâts 1. Et en plus de ça, il va avoir -2 pour être chargé. Donc c'est une plateforme de tir. C'est un véhicule donc il n'a plus le malus pour tirer avec des armes lourdes et se déplacer. Donc il peut aussi aller prendre des objectifs, faire des bulles d'interdiction de 9 que tu vas replacer dépendamment justement des différents tours. Et il va quand même très bien tirer. Ce qui est rigolo, c'est que quelques semaines après la V9, beaucoup de listes américaines en jouaient déjà 3. Tu les as vues aussi celle-là. Donc qu'est-ce que tu penses de lui et aussi comment est-ce que tu l'équipes toi? C'est-à-dire que la saturation de 8 tirs de force 7 PA-3 dégâts flat 2, je trouve qu'elle est ouf parce qu'en plus la force 7 est assez polyvalente dépendamment des châssis. Mais à côté de ça, aujourd'hui, le fait d'être dégâts flat 3 plus D3, avec la force 9, quand on fait 2 tirs, c'est quand même sur pas les mal. véhicules. Moi, je le joue comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux profils. Ouais, il y a les deux profils. Donc, c'est-à-dire que tu t'élimines pas non plus l'option anti-élite. Et clairement, l'anti-véhicule et la fiabilité de détruire les véhicules est quelque chose qui me manquait au Custode. On en a parlé longuement, que ce soit dans les rapports de bataille ou dans les reviews que tu as fait. Faire le 3 D3, PEV. le D3, c'est juste... Là, tu sais... 2 tirs, là, déjà, tu prends 6 PV crash, voilà, c'est bâché. Puis 2 D3, voilà. Ça peut être comme le Télémon avec ses armes, ça te fiabilise le long portée, qui est quelque chose qui manquait clairement. C'est l'efficacité allemande. Voilà, on est sur le Custodes allemand. non, mais c'est clairement, et c'est une super plateforme, elle n'est pas trop chère, 225 points. À éliminer 14 points de vie, l'invue à 5, tu peux lui mettre le Feel No Pain, tu le poses sur un objet au middle table, voire fond de table parce qu'il a une grande portée, il est très bon. Et le +2 à la charge fait qu'un mec qui fait, puis il va se retrouver avec une charge à 11. Voilà, moi j'adore la figue, je trouve qu'elle a une super dynamique et vraiment, il fait le job qu'on lui demande, tirer à longue portée et éliminer des grosses cibles potentielles ou éliminer l'élite. Je vais juste terminer en disant qu'il est aussi équipé d'un Twinless Bolt Cannon qui, pour rappel, fait quand même 6 tirs de force 6 PA-2 dégâts, c'est cadeau. Hein. Oui, voilà, c'est-à-dire que quand tu le mets en option anti-élite, avec le double tir ou avec l'autre canon dont tu parlais, les Latus, plus ça, il fait le café. Il fait le café et la projection à 14, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve que sur les motos ou sur les autres chars chez les Custodes. Et c'est un truc qui est vachement bien parce que on voit comment sont les objets. Et il faut à un moment, soit T1 ou fin de map, fin de partie, pouvoir se projeter sur les objets pour aller prendre un primaire. Ils sont pas super OP, mais ils sont très chiants à éliminer, clairement. En dernier slot de soutien, si on revient dans le codex, on a le Land Raider. Bon, déjà, j'ai fait une grimace, donc j'ai trahi un petit peu ma pensée. Est-ce que tu l'as testé? Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai testé et je l'ai oublié. Enfin, je l'ai vu jouer. Mon problème, c'est qu'en fait, là où tu aimerais l'avoir, c'est le transport, mais il est cher. Il y a un autre transport qui est plus rigolo, qui est un peu plus limousine bling-bling dans le Forge World. Et en anti-char, avec ses canons laser, j'ai le Caladus, et qui est moins cher, qui est plus rapide. Donc voilà, en fait, pour moi, il a du mal à se positionner sur le codex Custodes. Je l'ai vu jouer, je comprends cette logique-là. Moi, en tout cas, c'est pas du tout la mienne. C'est soit tu veux aller vers de la mobilité et de l'anti-char, ce qui manque au Custodes, et le Caladus ou le Télémon sont cette option-là. Soit tu vas être sur du transport, le Coronus est cette option-là, ou les FEP, ou des choses plus mobiles comme les Venatari ou les motos. Le Land Raider est pour moi un peu trop entre les deux. Il était la seule entrée transport dans le codex, mais il était compensé par les FEP ou par la mobilité que pouvaient avoir les motos. Moi, j'ai joué, je pense, une fois, et tout de suite, je me suis rendu compte que non. Ça correspondait pas du tout à comment je positionnais le Custodes. T'as parlé des transports, on va comme ça justement découvrir le Coronus, la grosse limo. La limo, le Hummer. C'est la même forme comme tous les véhicules Custodes, sauf qu'il est beaucoup plus massif. Lui, pour le coup, il bouge de 14, il a la faculté de pouvoir transporter 6 figurines infanterie. Il n'a pas de contre-indication sur le fait de ne pas pouvoir transporter des Terminators, donc pourquoi pas, à la limite, les remettre au chaud, se redéployer ou voir. Il vaut 265 points, comme je l'ai dit, il bouge de 14, il touche à 2, il va avoir 8 d'endurance, 18 fucking points de vie. Ils ont rajouté fucking. T'as vu, c'est dingue, hein, c'est vulgaire. C'est FCK. Je crois que ça veut dire fucking. Au niveau de son équipement, il n'est pas non plus ridicule. Je te rappelle, 265 points pour quand même avoir 18 PEV endurance 8, un mouvement de 14, donc un beau transport, un beau gardien d'objectif aussi, à la limite, pourquoi pas. Et aussi une belle létalité, puisqu'il va pouvoir faire, avec son Twin Arachnus Blaze Cannon, soit 2 tirs de force 7, PA-4, damage flash 4, relance des blessures sur les véhicules, ou alors 6 tirs de force 5, PA-2, dégâts 1, et il est aussi en passif équipé justement de la même arme que
que cette qu'elle a figurine-là, donc de 6 tirs de force 6, PA-2, dégâts 1, et il a lui aussi justement le protocole qui lui fait -2 pour être chargé. -2 pour être chargé, les nains vus à 5. Tu peux les mettre, les stratagèmes qu'on a vus, donc Feel No Pain. C'est pour ça, comparativement au Land Raider, il transporte il transporte peut-être moins de gars, mais c'est des petites escouades, les Custodes. Donc, quelques gardes, et en plus, il n'y a pas de limitation, tu peux mettre un capi avec, enfin voilà. Et bon, la figue est splendide, ça, la question se pose, on aime ou on n'aime pas, mais il fait le job qu'on lui demande, et il résiste, il se pose sur un objet, et vas-y, déloge-le, tu vas voir toutes les ressources que tu vas utiliser pour essayer de me l'enlever celui-là. C'est long. On l'a dit, les entrées Forge World ont apporté un vrai renouveau et sont allés combler les quelques trous dans la raquette qu'il y avait du Custodes qui faisait qu'en V8, il était limité en choix. Là, en V9, il y a eu ce renouveau, ce up par rapport au stratagème, par rapport au point de commandement, par rapport au nombre de figurines et aux objectifs primaires et secondaires. Et en plus, l'arrivée de Forge World a comblé ces trous-là, qui fait que c'est un codex avec une vraie fraîcheur, clairement. Yes, on va maintenant passer à la dernière catégorie qu'on n'a pas vue et qui elle aussi, justement avec Forge World, permet d'avoir encore plus d'options, aussi bien au niveau du modélisme, mais que du gameplay aussi, puisque on a nativement les motos. Globalement, c'est très bon. Ce qui est marrant avec la V9, c'est que maintenant le lance-missile qui est passé au même prix que au Bolter Hurricane. Déjà, toi, si on se focalise uniquement sur les motos custo, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, positionnement V9? Moi, je les aime toujours bien. Après, le fait qu'elles aient 4 points de vie et surtout qu'on les a tellement vues en V8 que beaucoup de listes adverses ont de quoi les contrer. Elles ont du mal à se cacher parce que la figurine en elle-même a souvent la lance en l'air ou autre, quelque chose sur lequel il vaut mieux pas jouer, c'est pas très propre, fait que tu vas souvent les voir en fait. Elles ont fly, elles ont de la mobilité. Non mais elles ont de la mobilité, elles ont fly, ça apporte ce qui manquait hors Forge World, clairement au Custodes. C'est pour ça qu'on les a vus énormément, c'est pour ça que le Capi Shield en moto de Eagle est l'entrée phare du Codex Custodes. Aujourd'hui, on les voit un peu moins et c'est normal parce qu'elles sont chères. Le fait que leur coup ait été lissé avec le lanceur à salve fait qu'elles ont pris un up. Ça fait partie de l'unité, si je dis pas de bêtises, qui a pris le plus gros up dans l'intégralité du chapter approve du Custodes. Ça reste une très bonne entrée, mais voilà, il y a mieux parce que Forge World a amené d'autres options de jeu. On va parler tout à l'heure justement des Venatari qui sont une bonne unité avec des pistolets qui tirent 18, mais à la limite, est-ce que les motos, faut pas aujourd'hui les comparer avec le Palace Grave Tank, qui est l'équivalent du Speeder des Custodes. Lui, il vaut 100 points, il bouge de 16, il a 8 points de vie, endurance 6, et il est surtout équipé d'un Twin Arctus Blaze Cannon qui va lui permettre de faire 6 tirs de force 5, PA- de dégâts 1, ou 2 tirs de force 7, PA-4, damage flat 3, relance les blessures. Il va avoir les mêmes protocoles, -2 pour être chargé, il va avoir une invulnérable à 5, il va pas avoir de malus pour pouvoir tirer et bouger, parce que lui c'est un véhicule, ça on s'en fout. Mais en termes de coup en points, et sur son rôle de mouvement et ainsi de suite, il peut être comparé aux motos, même si l'impact au corps à corps n'est clairement pas le même. Mais là où ça t'apprend une attitude différente, c'est qu'une escouade de moto, c'est tout de suite plus de 300 points. Si tu restes 100 points dans une liste, tu peux aller chercher un électron libre, puisque tu peux pas jouer une moto toute seule. Clairement, la question se pose, comme sur les autres motos, les Agamatus, avec des options d'armes différentes. Le problème de la moto aujourd'hui, du Virtus Praetor, parce que c'est quand même son nom, la moto d'Eagle, c'est les choix d'armes. C'est-à-dire que le lanceur à salve, tu risques de faire pouf. Et le Storm Bolter, enfin le Bolter Hurricane, il n'y a pas de PA. Voilà. Donc c'est les deux choses qui font que le Virtus Praetor va être peut-être cantonné à une mission d'aller chercher un objet et de se poser dessus. Le Palace, lui, apporte de la létalité sur les véhicules potentiellement, ou sur un peu d'anti-élite, là où les Agamatus, même s'ils sont plus chers, vont aussi apporter ça. Clairement, comme tu l'as dit, tout de suite, une unité de moto, c'est minimum quasiment 300 points, voire les Agamatus, où tu vas aller chercher d'autres options d'armes pour être très très fort. Il y a des très belles armes, tier 4 de l'équivalent de la Scannon qui sont très forts, mais elles sont à 130 points pièce. Là où le Palace va t'apporter peut-être l'option, il te reste quelques points, il te reste une centaine de points, en grattant un peu des miséricordias, les petites épées ou ce genre de choses, et tu vas pouvoir le rentrer, il va te rentrer une option de mobilité, de projection, et en plus, faut s'en occuper, quoi. Il fait 8 PEV, il a une Handi 6, un peu comme les motos, il a peut-être une croix plus, mais tu peux lui mettre le Feel No Pain parce que c'est un véhicule, et il va potentiellement aller embêter ce qui est dans ta liste en les tuant, le petit véhicule, le petit Rhino, ce genre de choses, parce qu'il fait mal. Et sa projection te le permet aussi de le jouer un petit peu comme un Eldrake. T'as peu d'unités sacrifiables en Custodes, comme tu l'as dit. Là, c'est 100 points, tu peux tour 1 décider, allez, tu sais quoi, j'y vais, je charge, et au moins, tant pis, t'es fucké, tu vas devoir le clean avant de focus le reste de mon armée. On est d'accord, ça fait partie des choses pas sacrifiables, parce que c'est rien n'est sacrifiable en Custodes, mais qui t'apportent
clairement d'autres options et d'autres tactiques de jeu qu'il n'y avait pas en V8 avec le codex uniquement pour les Custodes. Yes. Tu as parlé d'autres motos tout à l'heure, on va juste faire un petit focus dessus parce que les personnes ne connaissent pas forcément Forge World. On a les Agamatus qui, elles, ont un profil complètement similaire à celui des motos, c'est-à-dire 4 attaques, 4 points de vie, un mouvement de 14 et ainsi de suite. Et en choix d'armes, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, ils ont les Dradaric Devastator qui vont faire à 18 pouces 2 tirs de force 6, PA-3, dégâts flat 3. Il y a cette option-là, il y a et aussi le choix de pouvoir changer cette arme contre un Twizzlers Pulsar qui va faire 4 tirs par moto de force 8, PA-2, dégâts D3. Voilà, donc l'arrivée des Agamatus avec le Forge World a apporté d'autres options qui manquaient au Virtus Praetor, ce que je disais tout à l'heure, sur la létalité, en tout cas la saturation et la mission que tu veux leur donner. Là où le lanceur à salve, c'était ok, je suis anti-véhicule, mais faut que je réussisse, quoi. Ou si je suis anti-volant grâce au flag burst, mais c'est pareil, rien n'est sûr, c'est des 3 tirs. Là, on a des options beaucoup plus stables, beaucoup plus sécurisantes, mais qui valent plus cher. Les motos, les Agamatus sont réellement une autre option. Après, le portfolio Forge World fait que est-ce que tu veux diriger sur une liste full moto avec des Vertus, des Agamatus, comme on peut en voir sur certains rapports de bataille? Ça peut être, en plus la figurine est très belle, ça peut être une vraie option avec un capitaine Don Eagle sur un bataillon Outrider, et ça peut t'apporter des vraies options de jeu et un vrai renouveau dans les listes Custodes, parce que tout d'un coup tu vas être sur la table, là où tu pouvais avoir tendance à imaginer les Custodes un peu bam, bam, bam. Un peu pato. Oui, je fais très bien le pato. Voilà. Il y a une figurine qui l'est pas du tout. Et moi, je sais que je l'avais précommandée quand elle était sortie directement chez Forge, c'est les Venatari. D'ailleurs, tu joues les bien en ce moment. Je les tiens avec beaucoup de plaisir parce que c'est juste génial. Donc, c'est des Custodes aéroportés, on va dire ça comme ça, puisqu'ils ont des petites ailes, ils bougent de 12. La contrepartie, c'est que pour le coup, eux n'ont pas une sauvegarde à 2, mais une sauvegarde à 3. Par contre, ils ont toujours une invulnérable à 4, puisque ça fait partie, on va dire, de l'ensemble des Custodes. Eux, ils sont équipables au choix, soit avec une équipe Destroyer, c'est-à-dire que chaque figurine va avoir une espèce de point américain, qui est un Tarsus Buckler qui va faire plus en force, PA-2, dégâts 1, et aussi et surtout en fait le Kinetic Destroyer qui est un pistolet à 18 pouces de force 6, PA-2, dégâts 2, et qui sur un 6 pour toucher va faire une touche supplémentaire. Quand tu les joues par 5, faut donc imaginer que tu vas faire 10 tirs à 18 pouces, que tu es de type infanterie, donc tu vas pouvoir tirer 2 fois pour rentabiliser au maximum cette unité. Comment est-ce que tu les joues déjà? Est-ce que tu les joues sur table? Est-ce que tu les joues en faible? Parce que quand même, sauvegarde à 3, ça peut voler. Oui, mais alors, tu as les deux options en fait. C'est-à-dire que tu peux les mettre sur table dans la bulle du Vexillus, c'est-à-dire qu'ils auront moins pour un toucher. Tu peux les mettre dans un décor. Leur point américain, le Tarsus, leur permet d'éliminer la PA-1. Donc tout ça cumulé, tu peux leur mettre les stratagèmes de tankiness dont on a parlé. Donc tout ça cumulé, ils ont 3 points de vie. Fait qu'il va falloir beaucoup de ressources pour les éliminer. Bien évidemment, ils t'apportent aussi un second souffle potentiel si tu les mets en FEP qu'ils ont naturellement, donc tu n'as même pas besoin de payer ça en points de co, parce que tu vas pouvoir les faire arriver T2 ou T3. Leur portée de 18 fait que tu n'es pas limité à être à 9 pas. En plus, au cas qu'ils ne rigolent pas trop, parce qu'ils font 3 attaques, ils ont PA-2, un dommage avec leur Tarsus, ils déconnent moyen. Mais surtout le tir, 10 tirs avec le stratagème x2, ça fait 20 tirs. Sur des 6, tu fais des touches supplémentaires. Tu les mets pas très loin d'un capitaine, ils rerollent les 1. Tu touches à 2, puisque tu as un Custodes. Ouais, tu touches à 2. Non, ils ont cette projection de fin de game qui peut manquer potentiellement aux Custodes. Ça veut dire, tiens, ils vont arriver T3, je vais aller cleaner ce qu'il faut. Et en plus, je bouge de 12. Donc, une fois que j'ai cleané, si l'adversaire n'a plus de ressources suffisantes pour me les saturer, je vais pouvoir aller chercher l'objet, aller chasser le petit mec derrière, ainsi de suite. Ils sont jouables de 3 à 6. Comment est-ce que tu les joues, toi? Moi, je les joue à 5. Alors, ils valent 300 points, c'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que déjà, je suis très mauvais en cohésion. Non, mais ça évite les règles blast, ça évite les règles de cohésion. Et ils font le café à 5, en fait. Le 6e peut t'apporter un peu plus. J'ai 5 de pain. Oui, en plus, voilà, j'en ai 5 aussi maintenant. 6 maintenant. Mais non, vraiment, dans cette option-là, ils vont être faciles à placer. Parce que c'est quand même tous des socs de 40. Donc, il faut aussi penser à ça. C'est-à-dire que si tu veux les faire arriver en faible, il faut pouvoir les placer sur la table. Voilà. Donc, moi, par 5, mais même, je pense que par 3, en petit chasseur de fond de cours, ils peuvent faire l'option, ils peuvent faire la blague. On va maintenant passer sur la dernière catégorie, à savoir les volants. Ça n'aurait pas été possible puisqu'il n'y en avait pas dans le codex de base. J'ai cherché. Pas trouvé. Après, ça fait l'avion. Mais non, on va se focaliser donc sur les 2 figurines Forge World. On a l'Orion, qui est un transport à 500 points et beaucoup trop d'euros. Et l'Ares,
même chose, qui lui est à 430 points. Mais au moins ça a le mérite d'avoir des volants au sein des custodes. Je vais d'abord décrire justement les datasheets et après tu en feras la critique. On va commencer par l'Ares. Il va avoir 22 points de vie, endurance 8, sauvegarde à 3. Il a une invulnérable à 5. Il est supersonique, donc il va avoir -1 pour être touché, mais il va avoir comme contrainte le fait de devoir faire des angles de 45. Même si en V9 c'est quand même plus facile parce que maintenant il n'est pas détruit, il peut se barrer et revenir. Maintenant, quand tu as un quart de ton budget d'armée qui s'en va pendant un tour, t'es peut-être pas content. En tout cas, au niveau justement de son arsenal, il va être équipé de 2 Arachnus Heavy Blaze Cannon. Sous-entendu, il va faire soit 2 tirs de force 9 PA-4 damage D3 plus 3 flat, c'est l'arme qu'on a vu tout à l'heure, ou alors directement 8 tirs de force 7 PA-2 dégâts 2, et aussi d'un Arachnus Magma Blaze Cannon qui rigole pas des masses puisqu'il va faire D3 tirs à 72 pouces de force 14 PA-4 damage D3 plus 6. T'aimes la fiabilité? T'as combien? Bah non, t'es mort. Voilà. Ou alors tout simplement en mode burst de faire 3 tirs flat de force 9 PA-3 dégâts D3. Donc D3 tirs de force 14 ou 3 tirs directs de force 9. Il vaut 435 points. Je vais directement enquiller avec justement la version transport qui est l'Orion qui lui vaut 500 points. Fixe. Ouais, c'est comme ça. C'est pendant. Il permet de transporter 12 figurines d'infanterie custodes ou 7 plus un dreadnought. Voilà. C'est marrant. Déjà, ça me fait penser au Stormhaven qui peuvent mettre un petit dread à l'arrière, ça je trouve ça assez, et de le dropper. Ça je trouve ça assez stylé. Par contre, lui, pour 500 points, la capacité de transporter, et on va le voir, mais son arsenal, il rigole 0, puisque lui, il va avoir 2 Arachnus Heavy Blaze Cannon, donc lui aussi, il va pouvoir faire 2 tirs de force 9 PA-4 damage D3 plus 3, ou alors 8 tirs de force 7 PA-2 dégâts 1. En plus de ça, il va faire directement 12 tirs de force 6 PA-2 dégâts 1, et 6 tirs de force 7 PA-1 dégâts 2. Ouais. Non, il est en saturation, il est très fort. Les deux sont bien. Ils font le job qu'on leur demande. L'Ares est quand même beaucoup plus gros tir. Mais même s'il a les doubles profils, l'Orion est très bien en saturation et le fait de pouvoir transporter. Après, la vraie question qui se pose, bon, la figue est splendide. Après, il faut casser le PEL parce que je crois qu'elles sont à 400 ou 500 Toi et euros. celui de ta petite sœur. Voilà, c'est ça. Ou faire autre chose avec non, la question qui se pose, c'est est-ce que tu as, un peu comme le Land Raider, est-ce que tu as moyen dans une liste à 1000, 2000, 1500 points Custodes de mettre un quart de ton budget, un quart de tes points d'armée sur une figurine? Moi, j'y crois pas trop. Après, la figue est splendide. Un jour, ça me prendra peut-être. Ou sur une apocalypse. Aujourd'hui, en liste de 2000 points, j'ai du mal à la voir. Dans liste compétitive, j'en ai pas vu encore. Quasi équivalent, tu peux avoir 3 Caladius. Voilà. Bon, c'est une très très belle figurine. Ça apporte en tout cas la possibilité d'avoir des volants le Forge World. Est-ce qu'aujourd'hui, on va les voir jouer? J'y crois pas trop. Voilà, soyons clairs, j'y crois pas trop. Parce qu'en plus, que ce soit transport ou tir, d'autres figurines moins chères font à peu près la même chose. On a fait le tour des différentes entrées, on va maintenant se focaliser vraiment sur les combos. On a commencé à les voir, les dessiner, mais là, disons qu'on va vraiment prémâcher le travail et les présenter tels quels. On va commencer déjà par le QG, d'avoir un gros monsieur, notamment un capitaine en moto, qui va pouvoir avoir un trait de seigneur de guerre qui dit insensible à 5, une relique qui lui fait invulnérable à 3, relance des charges. Il existe une autre relique qui donne invulnérable à 3, donc potentiellement on pourra en avoir 2. On peut aussi avoir au début de la partie un stratagème qui pour 2 PC va lui permettre de relancer un jet de sauvegarde à chaque tour, sous-entendu amis et ennemis, c'est complètement imbuvable, plus on va dire le stratagème générique, c'est-à-dire qu'en fait un custodes avec un PC, il va faire 2 relances. Quand on est endurance 6, derrière tu vas nous redessiner les synergies de tanking, mais quand en plus de ça ton perso il peut potentiellement avoir 2 rerolls, c'est dégueulasse. Il peut en plus récupérer les PC sur du 5 ou alors monter à 9 points de vie, ça rigole 0. Maintenant pour parler des combos, que ça soit sur le tanking ou l'attrition, qu'est-ce que tu peux redessiner sur le tanking? Sur le tanking, que ce soit dans le Codex ou dans le Psychic Awakening, sont arrivés des stratagèmes, même hors loge. Celui des Shadowkeepers en est un supplémentaire, mais si on doit aborder les génériques, le fait d'avoir génétique transhumaine, l'équivalent du SM qui s'appelle alchimie arcanique. De n'être blessé donc que sur du 4 maximum. Sur du 4. Déjà quand tu es sur une endu 5, voire 6, ou sur un véhicule, c'est juste très très fort, tu casses énormément de paliers. Le fait de pouvoir, sur tous les Terminators, éliminer la PA-1 ou -2, quelle que soit la phase de tir ou phase de corps à corps. Et quel que soit le Terminator, comme tu as bien fait de le dire, justement, c'est pas à la russe, c'est Terminator, donc ça inclut les Forge World. Exactement. Le fait de pouvoir diminuer les dégâts sur les Dreadnoughts, le fait de pouvoir mettre un Feel No Pain sur les Dreadnoughts pour les Mortal Wounds. Tout ça fait que tes quelques unités bien combotées, tu vas pouvoir vraiment bloquer l'adversaire sur sa volonté de te tuer. C'est pour ça qu'un des objectifs secondaires très forts chez les Custodes, s'il est bien mené, c'est attrition. Je vais peut-être te tuer qu'une seule unité, parce que j'ai pas énormément de létalité selon ma composition de liste. Par contre, avant que tu m'en tues une, j'aurai attrition.
et tu prenais le capitaine. Le capitaine, puisque le stratagème ultime, le plus fort qui est arrivé avec le psychico-conique, c'est que pour 2 points de co, je te dis, toi, quand tu me tires dessus, tu as 0 reroll. Reroll hit, reroll bless, reroll dommage. Tu n'as 0 reroll. Tu rates un examen, tu n'as pas le droit de le repasser. Voilà, pas de rattrapage, jeune homme, pas de rattrapage. Non mais, un capitaine que tu envoies, tu dis, allez, sois fou. Je le sacrifie, je l'envoie dans les lignes adverses. Il a une 3+1 vue. Un film no pain à 5. Il est en du 6, je te dis, bah très bien, t'as -1 en force. C'est-à-dire que tous les paliers de bolter ou tous les paliers d'arme 4 vont passer à 3, tu me blesseras que sur du 6. J'ai mes rerolls dont tu as parlé. Et en plus, c'est très consommateur. Et en plus, je t'interdis toute reroll sur lui. Et bien ce capitaine, je peux te dire qu'il va passer quelques tours à t'emmerder dans tes lignes. Et avant que tu le finisses, ça va être très, 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 très long. Clairement, tous ces stratagèmes, soit mis sur une seule unité de telle manière à ce qu'elle soit imbuvable, un gros pack d'Alarus, un véhicule, un télémon que tu as envoyé ligne droite ou un capitaine, ou splitté sur différentes unités que tu as mis sur des objectifs, font que le plan adverse ne va pas marcher. C'est ça. C'est intéressant ce que tu as dit. En fait, tu as parlé des points de commandement. Ce genre de synergie, si vraiment tu balances tout possible, tu vas être entre 5 et 6 PC. Mais à côté de ça, on le voit, la faille, on va dire aujourd'hui qu'on a de la V9, c'est l'aspect snowball qu'on va avoir sur le scoring. Et le simple fait de dire, ouais, mais ça m'a coûté 5 PC, mais je m'en fous parce que je viens de te mettre 15 points dans le fion, ça te fait gagner en fait. Oui. Tu t'es posé sur les objets, tu as eu le T1, tu t'es posé, parce que là, si on parle de tankiness, tu t'es posé sur les objets T1. Tu sais que T2, tu vas marquer 2 objets, donc 10 points potentiels, plus que l'adversaire, 3 points. Tu es super OP avec ces unités-là. L'adversaire, son job, ou à son T1, ça va être de déloger. Si avec ces points de co, 5, 6, 8, tu peux te permettre de dire, bah, c'est très bien, mais ces 15 points, je les conserve. Et en plus, mes secondaires que j'avais sélectionnés font que j'ai domination. Ou, donc j'ai plus de la moitié des objectifs. En 2 tours, tu montes à 45. Tu peux te mettre 20, 25, 30 points en 2 tours qui vont faire que je vais prendre ce up dans la game qui fait que tu ne me rattraperas jamais. Parce que le Custodes, on va en parler sur sa létalité, a peut-être moins de combos. Le D3, on en a longuement parlé en V8, mais le D3 peut être tellement tellement frustrant que tu vas vouloir tuer quelque chose, tu vas rebondir parce que tu vas faire 3 dégâts, lui en faire 9, font que au moins tu sécurises et tu stabilises ce que tu voulais faire, ça veut dire la tankiness. Je les pose sur un objet, ils doivent faire le café, ils doivent me faire du contrôle map, ils doivent me conserver ces objets, faire l'action qu'il faut bien. Et ben je vais le faire et je vais peut-être utiliser beaucoup de points de co. Mais ce qui était une problématique avant, parce que j'en avais peu, là j'en ai 12, je peux même potentiellement en gagner. Donc j'hésite pas. Bling bling. Ensuite, par rapport à la létalité, justement, quelles sont les synergies qu'on peut mettre en place? Il y a des stratagèmes de stabilisation, de fiabilité. Clairement, le fait de pouvoir, avec les lances, taper, même sur quelque chose qui est plus fort que toi, avec plus un bless, le stratagème de double tir, sur toutes les armes rapides ou pistolets, comme on l'a vu avec les Venatari, ou une grosse escouade d'Alarus avec leur lance ou leur hache, ou sur une grosse escouade de Questionnaire, peut être très, très fort au niveau de létalité. Ça n'empêche que, face à la tankiness que tu peux vraiment stabiliser, il y a une chose qui pêche un peu chez les Custodes, c'est le D3. Le D3 dommage sur quasiment toutes les armes, sauf les véhicules, fait que tu peux tellement faire pshh, ça c'est horrible. Tu peux pas te garantir d'éliminer quelque chose. Mais il y a des très bons stratagèmes, en tout cas, pour se faire plaisir et punir l'adversaire. Comme tu l'as dit, celui de Vengeons les morts. Les Alarus, une grosse escouade, t'en perds quelques-uns, tu vas pouvoir up, pareil sur les motos, tu vas pouvoir up le nombre d'attaques. Et ils tapent fort, ils tapent à 2+. Tu peux fiabiliser la bless, parce que tu n'as pas de reroll bless, sauf Troyon, comparativement au SM ou à d'autres codex. Tu peux le stabiliser, mais le dommage 3 fait que tu seras toujours dans un risque de ne pas faire l'effet létal que tu voulais. Ça n'empêche que... Sur des cibles bien déterminées, il faut compenser la variance, dédicace à un de mes camarades, mais de telle manière à être sûr de le faire. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, je n'irai pas sur des secondaires où on va me demander de trop tuer. Assassinat, il y a un bon truc pour ça, parce que c'est souvent quelque chose, tu vas être dans l'overkill, mais au moins tu le fais. Voilà. Yes. Tu as parlé justement des secondaires, c'est le dernier point de cette vidéo. C'est aujourd'hui, quel secondaire choisir en Custodes. Il y en a qui paraissent très logiques, le fameux kill mort, l'attrition. Le fait de marquer 3 points, si sur un round de bataille, tu as pété plus d'unités différentes que ton adversaire, donc c'est évident, tu joues peu d'unités, tu dois théoriquement faire plus mal que l'adversaire. Toi, justement, qu'est-ce que tu joues en ce moment en Custodes? À ton avis, déjà, qu'est-ce qu'il faut fuir? Tu as parlé tout à l'heure des objectifs à action. Oui, c'est compliqué. Tu peux le faire, hein, mais c'est compliqué, tu as toujours
En fait, le problème, c'est que si on tue l'unité qui doit le faire, souvent c'est le Custodian Guard, ça va utiliser une ressource qui, elle, pour le coup, n'avait pas du tout ça comme objectif. Le seul palliatif que tu as, c'est le piratage. C'est une unité qui pirate et les autres marquent des points s'ils prennent l'objectif. Là, à la limite, c'est peut-être le seul où, en termes d'action, on est rentable. Non, les objectifs de contrôle map, parce que le fait d'être super OP, le fait de toute manière, tu vas pas pouvoir attendre l'adversaire, tu dois aller sur la table avec le peu d'unités que tu as. Tu as de la projection, ce qui me manquait, mais c'est vrai que tu peux FEP. Tu peux faire dans le camp adverse, donc tu peux faire derrière les ennemis, tu peux faire domination, tu peux faire sur tous les quarts de table. Vont te stabiliser parce que tu vas y être et avant que l'adversaire se sorte, ça va te garantir des points. Pour tout ce qui va être attrition, comme tu l'as dit, ou assassinat, ou abort the Witcher, puisque tu n'as pas de psycheur, donc automatiquement tu es éligible à ce stratagème-là, qui est dans la catégorie en plus les arts du warp. Donc ça peut te permettre de cumuler quelque chose si l'adversaire a beaucoup de personnages psycheurs, tu peux aller les tuer, ça peut te garantir parce que c'est 5 points de mémoire et 3 points si c'est une unité par un personnage. Donc c'est voilà, parce que tu as des vrais chasseurs de personnages. Tu as le capitaine Randon Eagle, tu as les Alarus, tu as les Venatari du fait de leur FEP, en tout cas de leur mobilité. Un autre objectif secondaire que j'aime bien, c'est ils tiendront jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que tu peux avoir très vite 2-3 unités qui valent beaucoup de points et qui sont ultra relou à tuer. En gros, on va marquer 5 points à la fin de la partie si ces unités sont encore vivantes. Par contre, tu n'as pas le choix des unités, c'est celles dans ton armée qui vont valoir le plus de points. Clairement, par exemple, tu peux avoir Caladius, tu peux avoir un Télémon, tu peux avoir un Coronius, tu peux avoir un Capitaine de Nigel. On l'a dit tout à l'heure, 3+1 vue, Phil Pain à 5, je reroll 1 ou 2 sauvegardes. Je peux, avec tous les stratagèmes, faire que tu le blesses sur quasiment un quart de ton armée, en tout cas fiabiliser les blesses de manière très 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 compliquée. Tout ça fait que ton Capitaine de Nigel, tu vas peut-être, là pour le coup, tu ne seras pas en projection, en chasseur, mais en totem, fond de cours avec plein de mecs derrière, ou avec plein de mecs devant, il va faire le café et avant qu'on le tue, ça va être très très long. Donc voilà, et surtout, en fait, ce qui est génial avec les Custodes, c'est vas-y, choisis tes objectifs secondaires. Toi, les tiens, tu peux les adapter, mais l'adversaire va être très, très, très embêté pour choisir ses objectifs secondaires. Il va être quasiment obligé de choisir que des objectifs où il joue tout seul, c'est-à-dire de position. Je vais aller mettre des unités chez toi. Je vais les perdre, mais c'est pas grave. J'ai calculé que si je sacrifie 2 par tour, je vais marquer un petit peu de points. Mais lui, il peut pas viser du kill mort parce que, ou alors ça serait du mind game sur bah vas-y, claque tes stratagèmes et au moins je fais autre chose pendant ce temps-là. Mais il se priverait quand même potentiellement de 15 points parce que il peut aussi rebondir naturellement sans que tu aies à synergiser derrière. Donc, c'est vrai qu'en fait, il va être obligé de jouer tout seul en fait par rapport à ses secondaires. Clairement, et tu vas le limiter. C'est-à-dire que 3 persos, c'est 9 points. L'attrition, très bien, mais tu le feras les 5 tours, tu auras les 15 points. Non, tu vas le faire 3 tours, peut-être 4. Donc, tu es au minimum 9 points. J'ai pas assez de points de vie de figurines pour que tu ailles sur... T'as pas assez de véhicules non plus pour que ça soit pas assez de rentable. véhicules. Si j'en ai 2 ou 3, ça te fera 9 points. Voilà, tout ça cumulé fait que tu vas le limiter dans le choix et tu vas le limiter dans la sécurisation, dans la fiabilisation de ces objectifs-là. Donc, en tout cas, là-dessus, c'est vachement agréable parce que tu donnes le mal de tête. Voilà. Et toi, tu peux faire des erreurs. On parle souvent d'armées permissives ou pas permissives. Le Custodes, du fait de son nombre de peu d'entrées ou peu de figurines, peut paraître pas très permissif. Ouais. Mais il l'est parce qu'elles sont super tanky, parce que tu peux faire des erreurs et tanker, ou en tout cas résister, et aussi parce que tu peux faire des erreurs même sur ton choix de secondaire. Tu marqueras peut-être pas beaucoup de points par rapport à ce que tu aurais pu faire si tu avais choisi un autre secondaire mieux adapté face à la liste adverse, ou si tu t'es pas bien mis sur le primaire ou autre. Mais comme tu vas limiter le up de points que va prendre l'adversaire, en tout cas sur ses secondaires, fait que tu vas pas subir tout le temps la game. C'est un truc qui, je pense, peut être intéressant pour un joueur débutant, découverte de V9, de se dire, bah, mince, j'ai fait une erreur de jeu, le mec a marqué 15 points, c'est rattrapable. Le mec en face, ça va être très compliqué pour lui de marquer 15 points. C'est marrant parce qu'en fait, en gros, si tu veux, même déjà en V8, le Custodes avait ses 2 pans. C'est-à-dire qu'un joueur qui débutait, qui tombait contre un Custodes, a l'impression de rien pouvoir faire parce que sauvegarde à 2 et ainsi de suite. Et à côté, un joueur expérimenté qui avait un null zone, qui avait un Desex, et ben lui, il te clinait. Ouais. Parce qu'en fait, il disait, bah, t'as pas d'inful, donc saute. Meurs, si j'ai beaucoup de BM, tu sautes. C'était très binaire finalement. Soit c'est ta frustration parce que la personne ne savait pas le gérer ou n'avait pas le recul du système de jeu pour pouvoir le gérer, ou alors au contraire, il avait de quoi le gérer et c'était du viol pour le Custodes. Aujourd'hui, il y a justement ça et c'est vrai qu'en fait, finalement, peut-être que stratégiquement, ça devient compliqué en termes de permissivité de jeu, mais en tout cas, sur l'attrition pure, le Custodes est une bonne armée pour commencer. C'est complètement vrai. Ouais, en termes de modélisme aussi, en plus. Oui, puisque tu as peu de filles, tu peux vite te faire plaisir. En plus, tu peux faire du joli, très simple. C'est-à-dire que les bombes or te simplifient. Un beau lavis, quelques effets détails, des belles lames avec les effets waouh comme les tiennes qui sont très très belles. Ce genre de choses, un peu de rouge, une belle cape. Avec peu de choses, tu peux faire déjà une armée qui a un très très beau rendu.
Après, tu peux partir sur du métallique, non métallique, sur les techniques avancées, les yeux, les visages. Enfin, tu peux vraiment te faire plaisir. Il y a cette strate qui fait que tu vas pas être frustré parce que en plus, tu as peu de figues. Donc, c'est un peu comme les jeux d'escarmouche avec une quinzaine de figues. Tu peux, beaucoup plus plaisir, bien sûr. Et tu seras déjà quasiment à 2000 points sur une armée Custodes. Il y a ça, donc ça, c'est une armée qui peut être attirante au début. Après, elle peut être frustrante pour un jeune joueur parce que justement, il va avoir peu de figurines. Et c'est vrai qu'un Custodes, quand tu le retires, tu le mets dans la mallette, ça fait mal. Voilà. Mais c'est quelque chose que tu vas peut-être vivre plus simplement que quand tu as 200 gardes impériaux et que tu les retires par palette de 10. Quoi. C'est chaque Custodes qui meurt, c'est un pas en plus vers l'empereur. Je crois que c'est une fée qui meurt aussi quelque part dans le... Non, ça c'est les bougies, mais c'est la même chose. En tout cas, les Custodes, c'est vraiment une super armée. Je suis très content qu'au sein de la V9, ils se soient ancrés au niveau des codex solides, puisque c'est ceux qu'ils auraient dû être en fait. Et c'est un petit peu dommage que ça n'ait pas été le cas, on va dire, pendant toute la durée de la V8. En tout cas, un grand merci à toi, LOL, justement d'être venu pour faire découvrir les Custodes en V9. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.